Aujourd'hui, Montréal à 2 points des éliminatoires. Qui autour de la table y aurait cru? Arrêtez d'allumer des lampions et de dire votre chapelet tous les soirs. Canada Soccer a sanctionné une ligue professionnelle féminine. Et en France, il n'y a rien à signaler. Absolument rien. PS, j'ai pas envie de parler encore de ce club-là. Ici Hassoun Camara. Ici Olivier Tremblay et vous écoutez Tellement Soccer. Je n'ai pas eu à prendre la décision, j'ai été informé de la décision et je me plie à la décision qui a été prise. On ne se cache pas derrière quoi que ce soit, mais il y a quand même, j'insiste sur ça, il y a quand même un gros décalage entre tout ce que vous pouvez dire, tout ce que vous pouvez écrire, tout ce que vous pouvez inventer et la réalité du vestiaire. La colère, la déception de mes supporters, je peux la comprendre. Je n'accepte pas qu'on puisse aller au domicile de qui que ce soit, que ça soit Neymar ou quelqu'un d'autre. Voilà. Parce qu'à tout moment, il peut y avoir des débordements et que notre société est devenue folle, incontrôlable et dangereuse. Il faut faire très attention. Bienvenue dans le balado le plus fou, le plus incontrôlable, le plus dangereux des ondes avec l'ambassadeur de France au Canada. Quel titre? Hassoun Camara. Bonjour, merci. Quel honneur. Ambassadeur de France. Oui, parce que là, je pense qu'on a quand même certaines questions diplomatiques à régler. Parce que là, je sais, j'ai dit que je ne voulais pas en parler, mais il faut qu'on commence par ça. Paris Saint-Germain. Oh, oui. Que dire? Ça commence évidemment, ça commence mardi dernier parce qu'on avait fait le balado lundi. Donc, nécessairement, quelque chose se passe 24 heures plus tard. Puis on a manqué, puis on a l'air d'une gang de piment qui a passé à côté du gros enjeu de la semaine. Mais non, question de timing. On annonce dans les médias, mais là, bon, évidemment, Christophe Galtier va dire, hein, vous écrivez des affaires, vous inventez des affaires. Lionel Messi, qui aurait été suspendu pour un voyage non autorisé en Arabie, oui, saoudite, sans doute pour préparer son transfert à Newcastle. Hein? Sûrement. Les femmes, Newcastle, l'équipe féminine a été promue en fin de semaine à Saudi. Ah, il faut le dire. C'est tout ce qu'on va dire sur Newcastle aujourd'hui. Bravo. Donc, voyage non autorisé, ça n'a pas fait l'affaire de personne, sauf de Lionel Messi, visiblement, qui s'est excusé, il faut le reconnaître. Il s'est excusé dans une vidéo où il avait l'air du gars à qui on demande cligne des yeux si t'as une gun sur la tempe. Tu sais, quelle lecture tu fais de tout cet imbroglio-là? Parce qu'il faut le dire, il est de retour à l'entraînement là, ce matin, quand même. Oui, il est de retour. Après justement une suspension pour le match face à 3 ce week-end. Et c'est vrai qu'on a l'impression que cette histoire, c'est pas une impression, se rajoute à toutes les péripéties qu'accumule le Paris Saint-Germain, j'allais dire depuis le début de saison, mais depuis le début de son histoire pratiquement, pour ceux qui connaissent bien le Paris Saint-Germain. Et écoute, c'est fou de voir à quel point ce club peut accumuler justement les scandales, les discussions. On parle très très peu de football dans ce club finalement. Quand on regarde, il y a très peu d'analyse footballistique parce qu'on est occupé par ce qui se passe autour. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a pas de ligne directrice dans ce club, que n'importe qui peut faire tout ce qu'il veut quand il veut finalement, et que c'est pas très très grave parce que le Paris Saint-Germain, oui, c'est un club historique au niveau local en France, mais que les joueurs ont un historique et un palmarès tellement grand que c'est difficile pour eux de respecter ces choses-là. Donc moi, je pense que la suspension de Messi a été est légitime à mes yeux. C'est normal de sanctionner un joueur qui ne se présente pas à l'entraînement, peu importe le joueur qu'on a en face. Mais en même temps, j'ai l'impression que le club a tellement de choses à régler derrière ça. Je ne veux pas me cacher derrière l'histoire Messi, mais il y a une question directionnelle, une politique sportive qui n'est pas claire du tout. On l'entendait justement dans le montage en début de balado. Ouais.
toi, ça fait longtemps que tu dis les supporters, puis Messi, ça clique pas, ça marche pas, puis Non. c'est une des raisons pour lesquelles il sera plus là l'année prochaine. Mais en même temps, tu as les supporters qui sont dans les rues, qui demandent la démission de ceux qui dirigent le club, qui en ont contre Neymar aussi. Oui, Est-ce que les supporters du PSG veulent carrément faire table rase? Non, ils montrent leur frustration accumulée, comme je le disais. Je pense que ça fait des années qu'on leur promet, et je pense que c'est déjà un problème de communication. On a l'impression que Paris est le seul club qui promet la Ligue des Champions chaque année à ses partisans. Donc à partir du moment où tu nourris un petit peu cet aspect-là à acheter les meilleurs joueurs du monde, à les acheter à prix d'or, à donner des sommes, mais quand on s'assoit sur les sommes vraiment données au PSG, là, c'est juste incroyable. Il n'y a aucun club qui donne autant d'argent finalement à des joueurs de cette façon-là. Puis ils se retrouvent à vendre du rêve aux partisans et qui se retrouvent d'autant plus frustrés. Et on a l'impression qu'on utilise le club à des fins mercantiles. Donc ça, T'es pas sérieux? Non, à peine. Ben, voyons donc. À peine, et ça, c'est le pire pour un partisan qui veut voir du football, qui veut voir une philosophie de jeu, qui veut voir justement se développer des choses sur le terrain, qu'on leur parle concret, sportif. Et on voit d'autres clubs, on pense à Manchester City par exemple, qui ont le même type finalement de propriétaires et de modèles de jeu, j'allais dire de jeu, non justement, mais de modèles économiques. Mais dans le jeu, on arrive à avoir quelque chose de cohérent, structuré, avec un homme fort qui dirige son équipe, qui fait des choix, peu importe qui. On a Riyad Mahrez qui est juste étincelant match après match, mais qui se retrouve sur le banc par des choix de l'entraîneur qui décide techniquement qui doit faire jouer, qui ne doit pas faire jouer pour l'intérêt de l'équipe. Et c'est ce qui manque au Paris Saint-Germain. Lionel Messi ne peut pas aller sur le banc. Kylian Mbappé ne peut pas aller sur le banc. Neymar ne peut pas aller sur le banc. Tu as l'impression qu'il y a des joueurs qui sont intouchables et voilà, leur rayonnement extérieur est tellement grand que c'est impossible de diriger cette équipe sur le terrain. Mais en même temps, ils n'ont pas construit le même genre d'effectif riche que Manchester City. Quand tu regardes à tous les postes, il y a 2 joueurs titulaires presque à City, mais il n'y a pas ce genre de recrutement-là qui se fait au Paris Saint-Germain. J'ai envie de te dire si, paradoxalement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont misé tellement d'argent sur des joueurs qui sont rendus improductifs aujourd'hui. Kurzawa a signé un contrat jusqu'en 2027. Le gars, il a joué 0 match sur une saison. Leonardo s'est assis à la fin de l'année. Il a dit, je vais te donner un contrat de 4 ans. Mais qui fait ça ? Du génie. Qui fait ça ? T'as Paredes qui appartient au Paris, qui ont dû justement partir parce que t'as Draxler qui était payé, qui disait moi je ne pars pas du Paris Saint-Germain, la soupe est tellement bonne, pourquoi je veux partir du Paris Saint-Germain ? Et ça va être la philosophie de tous les joueurs, du plus jeune à Neymar, qui lui aussi a prolongé il a encore 3-4 ans de contrat, Neymar au Paris Saint-Germain. Qui va pouvoir lui payer 30 millions d'euros par an ? Personne. Donc Paris a des joueurs, mais le fait d'attirer les joueurs seulement par la politique monétaire, écoute, ça t'amène justement à devoir prêter des joueurs qui ne sont pas performants, qui ne sont pas impliqués dans la politique sportive, et tu es obligé de les prêter, de faire avec ce que tu as et d'être enfermé par ta propre politique. Et on rappelle que la politique sportive est dictée par Kylian Mbappé. Aussi. C'est lui le directeur sportif, le président, l'attaquant. Il fait tout au Paris Saint-Germain. Il ne s'excuse pas, par contre, parce que ça, c'est le travail de Lionel Messi. Encore une fois, dans écoute, notre opportunisme légendaire, on a demandé la veille de la publication de sa vidéo où il s'excusait qu'est-ce qu'il doit faire pour se faire pardonner auprès du PSG, que ce soit à la direction des partisans, tout ça. Et franchement, ça va dans tous les sens. Ça va vraiment dans tous les sens. Première thématique qui se dégage, c'est en signant ailleurs. C'est cynique, oui. Mais je comprends quand même. Sébastien qui propose de signer en MLS. Merci Sébastien. Regarde, c'est ce que je martèle depuis le début. Hubert qui dit en allant au Barça. J'y crois moins. Et ça, j'aimais ça. Éric qui ne croit pas lui-même quand il dit en signant avec l'Olympique de Marseille. Mais là, c'est ça la grande question aussi, parce que, bon, le voyage en Arabie Saoudite nécessairement alimente certaines spéculations. Il y a Cristiano Ronaldo qui est déjà allé et ça se passe merveilleusement bien là-bas. Il est vraiment là, dans la sphère publique. Son étoile n'a pas pâli et on parle de lui plus que jamais. Lionel Messi qui irait jouer en Arabie Saoudite, qu'est-ce que ça te dit, Aswan Camara? Ça me dit qu'il gagnerait beaucoup d'argent. Oui, mais à part ça, là, ouais. Parce que c'est le seul argument que j'entends, c'est qu'il pourrait faire une quantité astronomique d'argent, puis je veux pas être, je me répète encore, cynique, mais tu sais, je pense que s'il y a une chose qu'on a fini par comprendre avec le temps de Lionel Messi, c'est que le billet vert, il haït pas ça.
Puis ça, je comprends ça. Mais à un moment donné, de combien de billets verts est-ce que tu as besoin dans la vie? C'est la question. C'est la question pour un joueur qui est assurément milliardaire, je pense, aujourd'hui, au vu de... Ben, je veux dire, j'ai pas son rapport. Ouais, moi non plus. J'ai pas sa déclaration de revenus. Mais devant moi, là, je suis... mais- écoute, je peux comprendre le fait que tu sois un joueur qui ait tout donné pendant 15 ans au football. Il a donné énormément. Il a l'envie, finalement, de finir Il a là où... reçu beaucoup. Exact. Aussi. Il a reçu aussi, c'est vrai, mais ça a été un joueur fabuleux avec Cristiano Ronaldo. Ils nous ont fait des années de folie dans leur sport. Et avoir l'envie, finalement, de pouvoir prendre un peu d'argent ailleurs, je peux l'entendre dans un sens. Mais moi, en tant qu'amoureux du football, je suis quand même déçu quand même. J'aimerais voir ces joueurs finir d'une autre façon. Moi qui suis fan absolu de Cristiano Ronaldo, le voir en Arabie Saoudite isolé de cette façon-là, entre guillemets, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il pourrait, je sais pas, s'il était retourné au Portugal par exemple, jouer dans son club. Lui aller au Sporting. Exactement. Messi qui va à Newell's. Exactement, truc ça genre, donnerait, ouais. ça donnerait je sais pas, un sens au football peut-être différent. On laisserait le terrain au milieu justement de tout ça. Et là, on a l'impression que l'argent finalement dicte tout et ça enlève une partie de la magie que nous offre le football. Alors, c'est une réalité, bien entendu. Aujourd'hui, il y a tellement d'argent que dans le foot que tu es obligé de gérer ces aspects-là. Mais moi, je suis quand même déçu par ces vedettes exceptionnelles qui vont dans ces pays-là et qui, je veux dire, pour de l'argent concrètement, décident de donner une voie différente à leur carrière. J'aurais aimé voir Messi, moi, finir au Barça. Bien entendu, on dit qu'il ne peut pas signer au Barça, Ben mais là, dans les honnêtement, conditions... avec la manière dont le Barça a géré ses affaires, il ne mérite pas que Messi retourne. Sincèrement, là, dans un c'est sens, épouvantable, la gestion sportive. C'est vrai, mais je veux dire, le maillot, ce qu'il représente là-bas, le joueur que c'est, suis d'accord. finir au Barça, ça aurait été exceptionnel aussi. Cristiano Ronaldo, moi j'aurais aimé, comme je l'ai dit, qu'il retourne au Sporting et qu'il ferme la boucle de cette façon-là. Je pense ça serait ressorti grandi en termes d'image aussi. Là, c'est un peu plus compliqué en ce moment pour lui, mais j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec ça et sincèrement, c'est plus l'essence du foot qui me manque à ce niveau-là. D'autres réponses. Guillaume qui dit « Il n'a pas à le faire, se faire pardonner ». Michael qui dit « Il n'a pas besoin de se faire pardonner, il s'en va ». Et Adrian qui dit « Pardonner, un soulier de Messi a plus d'histoire que le PSG ». Aïe aïe, Assoun. C'est douloureux. Il est quand même pas né dans les années 70. Non, mais Messi, c'est... là, je veux dire, d'un point de vue purement mathématique, c'est inexact, mais je comprends le sentiment. Bien sûr, mais écoutez, dans n'importe quelle institution, il y a des règles à respecter. Bien entendu, Messi, c'est un des joueurs, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire, celui qui a marqué de son empreinte sur le football, il n'y a pas de problème. Et les partisans du Paris Saint-Germain le savent, ça. Mais la réalité, c'est que tu es dans un club et qu'à partir du moment où tu t'engages dans un club, tu dois respecter justement cet aspect-là. Et je pense vraiment que j'aime bien Jacques-Alexis qui me montre la photo de Neymar en background. Mais écoute, quand tu rentres dans un club, tu es justement plié aux règles du club, peu importe son histoire. Chaque club a son histoire respective et le Paris Saint-Germain a sa propre histoire aussi. Et je pense que tu dois t'inscrire aussi dans ce rôle-là, d'où l'importance de ces excuses et qui ont été acceptées aux yeux de son retour à l'entraînement ce matin. Ben, c'est ça. Et d'ailleurs, dans cette optique-là, Luc qui dit « Messi ayant fait les premiers pas vers la réconciliation, le PSG doit à son tour faire acte de contrition, seuls éléments d'une situation gagnante-gagnante. » Ils C'est l'ont vrai fait. que, regarde, c'est ça. Des fois, il faut juste Ouais. que tout le monde pile sur son orgueil un peu. Je suis sûr que Messi, ça devait pas lui faire plaisir d'installer son iPhone sur le distributeur de papier de toilette à l'aéroport et de filmer ça de manière un peu boboche. Je suis sûr qu'il était en short sous son costume. C'est très possible. Comme toi en ce moment, finalement. Et Mohamed qui dit plutôt, lui, il veut qu'on refasse la question, plutôt comment le PSG va demander pardon au monde du foot avec ce qu'ils viennent de faire. Rien de moins. Mais c'est ça, parce que bien entendu, il y a le signal de Messi. Je pense que c'est le burner account d'Antoine Comboiré. Ça. C'est possible, ouais, lui, Parce que j'ai ce que Antoine Comboiré a dit ici. Ouais. Là, je vais juste en lire un tout petit bout. On tombe sur un mec, c'est honteux, on ne touche pas à Messi. Je parle français ou pas? Je m'en fous des problèmes du PSG. On ne touche pas à Messi.
On touche pas à Messi. Je veux dire, il y a une certaine limite à ne pas franchir non plus. Je comprends ce que M. Comboiré dit, puis en tant qu'ancien entraîneur du PSG, je comprends qu'il y a aussi peut-être certaines gens à froisser au club, puis ça lui fait un peu plaisir, mais quand même. Son avis, c'est délicat. C'est délicat parce que tu es partagé entre le regard d'un entraîneur. Bon, Comboiré, il s'est quand même fait critiquer sur cette déclaration-là. Parce que quand ton équipe est empêtrée, je veux dire, en relégation pratiquement, et que tu viens de perdre la finale de Coupe de France, c'est difficile d'aller commenter les affaires du Paris Saint-Germain. Et oui, on est tous d'accord pour dire que Messi est le meilleur joueur du monde. Je veux dire, tous les superlatifs ont été donnés pour Messi. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais la réalité, c'est qu'il joue encore aujourd'hui et qu'il a décidé de s'inscrire dans un projet. Et lorsque tu regardes ce qu'il a amené pour le projet, oui, on attendait plus. Et c'est logique. Au vu de son nom, c'est normal qu'il y ait de la déception. Donc je pense qu'il faut regarder dans l'ensemble. On parle de l'affaire Messi, mais il y a bien d'autres affaires derrière. On a vu les partisans se présenter devant chez Neymar aussi. Il va falloir ouvrir ce dossier-là. Mais Neymar est un joueur aussi qui est critiqué de la même façon. Il va être où l'an prochain? C'est la question aussi. Beaucoup de partisans veulent savoir ce qu'il va devenir. Dis pas Newcastle. Non, il va rester au Paris Saint-Germain. Je ne le vois pas partir. Attends, mais qui va le payer? Boy. Je ne vois pas qui. Je sais, mais... Ça va être toute une négociation, mais je ne vois pas comment il peut partir avec le salaire faramineux qu'il a, avec le talent aussi qu'il a, parce qu'il faut le dire, Neymar est un joueur de talent qui a, avec le recul, je pense qu'on va aussi regretter Neymar dans un sens. Il a eu beaucoup d'absences, beaucoup de blessures, un manque de sérieux par moment aussi, c'est vrai, mais ça a quand même été le joueur qui t'a ramené en finale de Ligue des Champions. C'était un joueur qui t'a ramené du génie, concrètement. Il y a beaucoup d'observateurs qui pensaient que le jeu allait être meilleur depuis la blessure de Neymar à la mi-saison. Puis on s'aperçoit que le manque de créativité est juste manifeste et qu'avec lui et sans lui, c'est pas la même chose non plus. Donc il faut avoir beaucoup de recul sur les choses. On aime brûler nos joueurs aussi lorsque les choses ne vont pas. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes la qualité de Neymar et s'il est dans de bonnes dispositions et entouré de bons joueurs, parce que la responsabilité aussi des directeurs sportifs, il peut amener beaucoup plus. Vous savez qu'il a eu une invective dans le vestiaire de Monaco avec Luis Campos, le directeur sportif. Luis Campos n'était pas content de sa performance pendant le match. Il est rentré dans le vestiaire, il a engueulé Neymar devant tous les joueurs. Véridique. Neymar, qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Il lui a répondu, mais c'est de ta faute avec ta politique sportive de D2 portugaise. Tu nous as ramené un recrutement de D2 portugaise au Paris Saint-Germain et tu nous mets la faute sur nous sur le terrain et tu nous reproches les prestations. Mais c'est normal qu'on n'est pas bon, ton recrutement n'est pas bon. Mais Manchester City a le même genre d'effectif riche à Sun. Hein, même peut-être pas justement, mais oui, exactement. Mais pour le coup, c'est ça, c'est qu'il y a une politique sportive justement à remettre en question, savoir comment on dirige, comment ça se fait que le directeur sportif peut être à la fois employé du Paris Saint-Germain et employé d'autres clubs en Europe. C'est pas normal, il faut le dire aussi. Et je pense qu'il y a plein de choses qui vont pas dans ce club en termes de communication, en termes de direction. Il faut vraiment ne pas mettre Messi responsable de tout. C'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Il y a beaucoup d'autres questions à se poser derrière ça. Ouais, et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que si le lundi matin, ça vous tente pas de rentrer travailler, vous avez juste à dire au patron, désolé, j'avais un voyage en Arabie Saoudite que cette fois, je ne pouvais pas annuler. Dans l'absence de Messi, c'est Hugo Ekitike qui a joué avec le Paris Saint-Germain, victoire de 3-1 à 3. Ouais. Il n'y avait pas 3 équipes sur le terrain, c'est 3-1 à 3. Exact. Okay? La ville de Merci 3. de préciser. C'est bien, donc, ça s'est quand même bien passé en son absence. Donc, la semaine prochaine, ça va recommencer à mal aller. C'est ça. c'est ce que je retiens. Un petit mot en terminant, on va rester en France parce que le communiqué est tombé ce matin. Ça commençait à filtrer dans les médias français hier. Jean-Michel Aulas, une bombe. Oui. Il quitte la présidence de l'OL Group, la société mère de l'Olympique Lyonnais. Il va être quand même président d'honneur, un de ces titres-là où est-ce que vraiment t'emmènes très, très, très large au sein d'une institution. Donc, voilà, parce que, l'OL Group a été racheté par des intérêts américains. Visiblement, on ne s'entend pas sur la manière dont on veut continuer à faire les choses, la politique sportive, la politique de recrutement. Quand même, Jean-Michel Aulas, plus de 35 ans à la tête de l'OL. Ils ont gagné des dizaines et des dizaines de trophées, tant du côté masculin que féminin. La période 2002 à 2008, champion de France, les hommes. Une période vraiment particulière pour le foot français. Qu'est-ce que tu retiens de ces
Nombreuses décennies de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique lyonnais. L'un des plus grands, si ce n'est le plus grand président en France, dans l'histoire du championnat. Plus grand président que Laurent Blanc. Ouais, c'est ça. Vraiment. Exact. T'es allé là. Non, peut-être pas. C'est vrai que Laurent Blanc est un peu plus grand que lui en taille, mais sinon, autrement dit, non. Écoute, je dis presque parce qu'il y a Bernard Tapie dans le charisme, dans la popularité à Marseille. Je veux dire, c'est quelque chose de grand aussi. Mais c'est vrai que Jean-Michel Aulas, au vu des résultats, au vu de ce qu'il a ramené en Europe, au vu du travail qu'il a fait aussi dans le soccer féminin, un des précurseurs aussi, qui a vraiment eu une vision et qui en récolte les fruits aujourd'hui. Je pense vraiment qu'il a amené tout un rayonnement dans le championnat de France. Ça a été un des présidents qui a le plus investi, qui a eu des idées vraiment, vraiment incroyables. Est-ce qu'il a changé davantage le soccer français que le PSG de l'ère moderne? J'ai envie de dire que oui, dans un sens où ça a été un des premiers justement à aller nous chercher des équipes galactiques finalement. Je veux dire, le Lyon du début des années 2000, il est juste exceptionnel. Parce qu'il faut le dire, ça revenait de loin. L'Olympique lyonnais, quand Jean-Michel Aulas est devenu président, c'était en D2. Il n'y a rien qui allait, puis ils sont tournés faire des Coupes d'Europe 3-4 ans après. Là. Exactement. Et puis, tu arrives sur une génération qui gagne, je crois, 8 fois d'affilée le championnat de France, qui arrive à mettre tout le monde d'accord, qui arrive en Europe aussi avec des matchs fabuleux. Je pense à des matchs face au Bayern Munich où tu as des Juninho qui faisaient la différence face au FC Barcelone aussi. Je veux dire, c'était des équipes qui rivalisaient avec ce niveau-là. Et c'est vrai que le bémol que je donnerais à Jean-Michel Aulas, c'est plus dans la façon de se renouveler. Je pense que depuis une petite dizaine d'années, il a eu du mal justement à stagner un peu. Ouais, exactement. Pire que ça, j'ai l'impression que l'Olympique lyonnais a vraiment régressé. Il a mis des personnes en place où ça n'a pas vraiment marché. Bruno Chéroux en directeur sportif, des directeurs sportifs qui avaient du mal finalement à se réinventer et à amener l'Olympique lyonnais au plus haut niveau. Et je pense que voilà, il s'est remis en question et a décidé de partir de cette façon-là. Je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est lui dire bravo, mais je pense que ce n'est pas fini pour Jean-Michel Aulas, en tout cas dans le monde du football. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que dans quelques semaines, on risque de le voir à la Fédération française de football. Et je pense que ce serait, pour moi, une suite logique, tout simplement. Mais c'est que mon regard à moi. On verra ce qui se donnera par la suite. Ceux qui veulent un regard différent, vous pouvez aller voir la story Instagram d'Atem Ben Arfa. Ça, c'est un regard différent sur Jean-Michel Aulas. Beau tour d'horizon pour la France. Bon, évidemment, là, on enregistre lundi, donc forcément, mardi, quelque chose va arriver à Angers ou un truc du genre. Mais bon, on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Ce soir, c'était la première fois qu'on a répliqué les mêmes 11. Donc, dans 10 matchs, c'est la première fois qu'on peut faire ça. Et normalement, avec plus de matchs, plus de minutes, et si chaque week-end, à côté de moi, c'est les mêmes joueurs, c'est plus facile, il y a plus de connexion, et c'est un peu les choses qui passent à droite entre Aaron et Bryce, c'est un peu les choses qui passent à gauche entre Ariel, Mathieu, Joël, et il y a aussi une meilleure connexion avec Chino. Donc, petit à petit, tu crées des équipes dans l'équipe. Et ça vient avec des minutes et des matchs ensemble. Hein, tu crées des équipes dans l'équipe. Hein? Ouais. Moi, à l'époque, mon équipe, c'était Aswin Kamara et Justin Mapp. Ça, c'était une équipe dans l'équipe. Là. Exactement. Hein? C'était vraiment, vraiment la belle époque. Ça ne nous rajeunit pas. Ouais, c'est vrai. Et là là. Et une belle soirée. Samedi au Stade Saputo faisait très beau. Une soirée qui a commencé plus tôt, dans le cas de certains. Assoun, hein? On est arrivé assez tôt au Stade Saputo. Ouais. Il s'en passe des affaires. Exactement. On a voulu faire une expérience différente. Donc, on est arrivé vers 15h. On s'est fait un petit tailgate aux abords du stationnement du Stade Saputo. Une bonne ambiance, musique des partisans. Une belle fête et qui donnait des idées justement à pas mal de gens autour de moi à se dire écoute, il y a tellement d'expériences à aller chercher autour du CF Montréal. Il y a des gens qui sont prêts justement à créer de l'expérience autour de ça et franchement ça a été un des meilleurs moments que j'ai passé moi avant d'aller en match et c'était exceptionnel, vraiment un super moment et une belle fête après par la suite sur le terrain, donc un gros match. Est-ce qu'il y avait des grilled cheese?
Il n'y a pas de grilled cheese, Pas mais de un beau cheese. Ah, c'est barbecue. malheureux, ça. Un beau barbecue. Non, je suis désolé, pour moi, l'identité culinaire de l'Impact de Montréal, c'est le grilled cheese. Je Mais suis ça, désolé. ça peut évoluer par la suite, hein, pourquoi pas. Amener une offre différente et plus variée pour Olivier, on le fera. Ça va être absolument délicieux. Victoire de 2-0, donc, du CF Montréal, début de Robin Janssen contre son camp. Ouais. Et ensuite, Romel Kyoto, un revenant, Ouais. qui a vraiment fait du bien. Parce que c'est un... Puis, bon, il y avait Rudy Camacho, notamment, qui disait en après-match, c'est vraiment un profil différent d'attaquant que ce qu'on Ouais, voit c'est- avec Chinonso Offort. On n'a pas eu ce genre de dualité-là devant avec des profils vraiment différents là, d'attaquants, de mettre un Kyoto à cet endroit-là. Il n'y avait pas vraiment quelqu'un d'autre qui pouvait faire ce que Kyoto faisait. On a réaligné tout ça. Qu'est-ce que tu as pensé de sa rentrée? Qu'est-ce que tu as pensé de ce que ça peut dire aussi de la suite de la saison? Parce que, bon, pour tout ce qu'on peut dire sur Offort, quand même rendu certains bons services au CF Montréal. Est-ce que ça va être difficile? Je ne veux pas dire difficile de le déloger parce qu'on l'a vu, ça peut fonctionner avec les deux. Puis, bon, Offort a quand même créé un peu d'espace pour que Kyoto marque. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur la manière dont tout ça va s'articuler au fil de la saison? Oui, c'est une entrée déjà super intéressante de Kyoto. On ne savait pas dans quelle disposition physique il allait être. Puis, écoute, il a fait la différence. Il a fait reculer les défenses aussi. Il a amené plus de variété, capable de garder le ballon dos au but, mais surtout d'amener aussi du mouvement, de la verticalité, de la profondeur aussi, ce qui a permis justement à l'Impact au CF Montréal de grandir aussi avec cette entrée-là. Donc, un super choix de Losada. Et écoute, moi, je pense que justement, ça peut donner des options supplémentaires sur le front de l'attaque, d'essayer de jouer à deux, de combiner et d'amener justement ce qui manquait en complémentarité à Offord. On a l'impression que Kyoto peut l'amener justement, cette agressivité offensive, un ballon, un but, bam, on rigole pas, on va fêter avec tout le monde. Et ça, Kyoto, il est capable de te l'amener. Tu as l'impression qu'il y a du danger tout le temps. Quand il est dans la surface, il rend les défenseurs craintifs. Et je veux dire, son but, il est exceptionnel, de tranchant. On a l'impression que il est en grande forme et que tu le vois justement dans la frappe de balle qu'il met. Il n'y a pas à réfléchir, ça rentre direct, c'est automatique. Et ça, c'est le sens d'un attaquant qui manque un petit peu à Offord, je trouve. Je trouve que dans le sens du jeu, dans le QI football aussi, il y a des choses qu'il doit améliorer. Mais en même temps, il a énormément travaillé, il a donné énormément à l'équipe. On le voit à Et l'entraînement aussi. Hein. Ouais, Eddie exactement. Sebrango, Exactement. il prend à part avec Sunusi notamment. 100%. Travaille des trucs. S'il y a un renard des surfaces qui habite encore à Montréal, c'est bien Ouais. Eddie Sebrango. 100%. Et ma main est coupée que tu n'as aucun joueur aujourd'hui ou dirigeant ou entraîneur qui sera mécontent du travail qu'il a fait. Et c'est ce qui compte aussi. C'est l'investissement qu'un joueur peut donner, le revers de la médaille que les partisans ne voient pas spécialement, comment il s'investit à l'entraînement, comment il travaille pour l'équipe. Et il faut dire qu'il a donné énormément pendant l'absence de Kyoto. Donc, ça va être des options intéressantes à donner. Cela dit, on a entendu Hernan Losada en ouverture de ce bloc. C'est la première fois qu'il pouvait reconduire une formation partante. Oui. Première fois de la saison. Donc, dans cette optique-là, moi, je trouve ça intéressant qu'ils se réjouissent de ça, mais qu'en même temps, là, tu as 2 matchs contre Toronto. Il faut que tu fasses tourner en championnat canadien. Après ça, il faut que tu refasses tourner en MLS. Exactement. Quel message est-ce que tu trouves que ça envoie? Parce que là, c'est comme si on parlait... En tout cas, moi, je trouve que c'est comme un peu comme si on parlait des deux côtés de la bouche. Non? Moi, je me replace en tant que joueur. Ouais. Et puis, Pour ça, je te pose la question, pour que tu Merci. puisses nous éclairer. Merci. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu... quand j'écoutais sa conférence de presse en direct, ça m'a marqué en tant que joueur et je me suis rappelé à ce que moi, je vivais lorsque je voyais ces déclarations. Pourquoi? Parce que lorsque tu es titulaire et que tout se passe bien, écouter ce type justement de commentaires publics te donne l'impression que tu vas jouer quoi qu'il arrive lorsque tu es amené à être titulaire avec l'entraîneur. Mais la réalité, c'est que tu as un groupe de 23, 24, 25 joueurs à gérer. Et lorsque moi, j'étais en situation où je sentais que je jouais un petit peu moins ou qu'un joueur prenait ma place à une situation donnée, là, l'entraîneur te donne une indication qu'il a trouvé son 11 et que c'est plus la peine de s'arracher pour la suite de la compétition comme il faut parce que il a déjà son équipe en tête et la communication qu'il donne à l'extérieur, c'est que j'ai déjà eu des équipes dans l'équipe et je sais qui va jouer avec qui, etc. Et c'est réglé. C'est un petit peu le ressenti que j'ai eu en l'écoutant. Ça m'a un peu, pas heurté, mais l'essentiel, c'est qu'il arrive à retourner dans le vestiaire
et à avoir un discours tout autre auprès des joueurs, de leur dire, guys, c'est l'émulation qui va faire la différence. On a beaucoup de matchs à enchaîner aussi. On a le championnat canadien qui est là, Toronto qu'on doit jouer, etc. Il l'a dit, il faut le souligner, là, il l'a quand même c'est dit. exactement ça. Tout le monde va être concerné. J'ai de la rotation à faire. Et pour moi, c'est vraiment plus ce type de message que j'ai envie d'entendre quand je suis joueur, que de dire que j'ai déjà mes systèmes préférentiels qui sont réglés. Il y a des équipes dans l'équipe. Pour la première fois, je peux enchaîner avec mon équipe, l'équipe que j'ai en tête. Ça, c'est des messages qui peuvent être difficiles à entendre quand tu es en remplaçant et que tu n'es pas amené à commencer les matchs. Mais quand on parle d'équipe dans l'équipe, justement, c'est la question que j'avais posée à Hernan Losada, s'il était surpris de la manière dont ça avait commencé à cliquer entre Aaron Herrera, Bryce Duke. Là, clairement, en tout cas, moi, à mon goût, je trouve qu'on retrouve tranquillement la Aaron Herrera d'il y a 2 ans avec Salt Lake quand il a fait sa saison de, je pense que c'était 11 passes décisives. Bryce Duke qui, clairement, est en train de s'installer comme un des patrons de cette équipe-là. Là, de ce côté-là, c'est difficile à déloger quand même. Oui, difficile à déloger. Il faut que tu fasses tourner, mais c'est difficile de déloger ça. 100%. Je pense qu'il y a des joueurs justement qui se démarquent, qui arrivent justement... Zachary Broguillard a joué ailier gauche à la fin du match. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, comme tu le dis... moi, Herrera, je l'aurais mis homme du match au vu de la prestation qu'il a faite. Bien entendu, le premier but est dévié, mais... Tawanyama trouvait que c'était Rudy Camacho, lui. Ah, écoute, mais c'est un bon. Il a crashé la conférence de presse, il s'est trompé de porte. C'est ça. C'était formidable. Non, mais c'est du bon et ça, c'est bon signe parce que tu vois justement plusieurs joueurs émerger à différents postes aussi. Rudy a fait un super match aussi, il monte en confiance. J'ai aimé son assurance défensive, mais je trouve qu'il retrouve justement de la percussion. Il a réussi à casser des lignes avec des conduites de balles 1 ou 2 fois en première mi-temps. J'ai trouvé ça super pertinent. Donc, c'est beau de voir justement l'équipe grandir, apprendre de leurs erreurs, de leurs fraîches erreurs passées. On a l'impression de voir une équipe totalement différente de ce qu'il y avait il y a à peine un mois. 4 blanchissages de suite. C'est exceptionnel. Tu vois Sirois qui a 3 blanchissages de suite en championnat. Sacha Clashton sur Apple TV était prêt à juste plus parler de Montréal pour le reste de la saison parce que ça servait à rien. Tout simplement, exactement. Donc, c'est des bons signaux. Et puis, quand je te parlais de compétitivité, par la suite, est-ce que Pantémis va reprendre sa place? Est-ce qu'on laisse Sirois continuer? Ça, c'est des bons indicateurs. Et c'est des bons casse-têtes pour l'entraîneur qui doit justement jouer de ça. Des bons retours de joueurs. Samuel Piette, qu'on espère revenir assez vite aussi. Mais, le seul qui manque avec Mason Toy. Exactement. Donc, il y a des bons signaux. Et je pense vraiment que le CF Montréal est sur la bonne voie aujourd'hui. Ben oui, ils ont autant de victoires que Columbus. Finalement, tu vois, quand on donnait le CF Montréal mort il y a à peine un mois, le football, ça va vite, il peut tout se passer, comme disait un certain Lilian Thuram avant la Coupe du Monde 98. Tout est possible dans le football. La seule personne qui a dit ça dans l'histoire de ce jeu, T'imagines. Lilian Thuram. Ça continue mardi à Toronto, championnat canadien. Ouais. À Toronto, puis ensuite... match de MLS contre Toronto. Toronto, ça va pas bien, là. Ça continue de pas bien aller. 2-0 à domicile contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. C'est quand même pas une équipe de poids. C'est une grosse équipe. Ouais, c'est quand même une bonne équipe. Et il y a ça qui se passait. Ça, c'était le terrain. Mais juste un petit mot en terminant. On en a glissé un mot déjà, je pense. Mais Patrice Bernier, qui a été formellement rentré dans le mur de la renommée. Écoute, je veux pas... Je pense qu'on a déjà dit à quel point Patrice Bernier le mérite, puis c'est une des personnes qui est le plus synonyme avec ce jeu-là, ici, au Québec et au Canada. Moi, la cérémonie m'a laissé sur ma faim. Je sais pas. Y a-tu quelque chose à faire avec ça, Hassoun? Y a-tu quelque chose dans la routine du match qui fait qu'on peut pas faire ça au début du match quand tout le monde est là à la place de quand tout le monde est parti s'acheter un hot dog? Aux toilettes, oui, c'est clair que... Il y avait du monde quand même pour applaudir Patrice, puis il y avait même Felipe Martins à côté qui faisait pas les exercices avec les remplaçants, mais puis qui voulait juste applaudir Patrice, mais il me semble que il n'y a pas... non, c'est sûr. Mieux, non? C'est sûr, c'est vrai qu'en termes d'expérience, je pense qu'il y a eu pas mal de commentaires à ce niveau-là. Le fait de voir les partisans quitter les gradins, c'est compliqué d'avoir justement une expérience folle autour de ça lorsque tu le fais à la mi-temps. Et en même temps, je sais que le club ou la MLS donne certains impératifs. C'est ça.
c'est le problème, c'est que le club a envie de le faire en début de match. Ils savent que ce serait la meilleure période, mais au vu des impératifs techniques et médias de la MLS, ils sont obligés de suivre le protocole et de trouver le meilleur moyen de le faire. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il aurait fallu demander peut-être aux partisans de rester absolument à la mi-temps, peut-être 5 minutes pour faire ça? Est-ce que ça aurait suffi pour convaincre les partisans qui ont un peu faim à la mi-temps de faire ça? Est-ce qu'il faut le faire à la fin du match? Je ne sais pas, ou trouver un événement différent. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de commentaires à ce niveau-là. Ça a été perçu de façon mitigée. Mais l'essentiel, c'est qu'il y a eu un bel honneur pour Patrice, qui le mérite amplement, qui est juste... c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire, je veux dire, sur le terrain, pour les partisans, pour les fans, pour sa famille, pour le club. Et je trouve que c'est amplement mérité et que c'est juste un ambassadeur formidable. Et je tenais lui rendre hommage de cette façon-là parce que j'ai appris beaucoup à ses côtés. J'ai été co-chambreur avec lui pendant toute ma carrière en MLS aussi. Il ronfle-tu? Je ne sais pas si je peux le dire, mais voilà, la réponse veut dire oui, je pense aussi, si je l'ai dit dans ce sens-là. On va dire que tu ne l'as pas dit. C'est ça, mais le problème, c'est qu'il peut pas confirmer ni nier l'information. Le problème, c'est qu'il peut dire que je ronfle aussi, donc il n'y a pas de problème. Mais écoute, c'est un partenaire remarquable, vraiment, vraiment un partenaire de jeu remarquable. J'ai passé des très bons moments en tant que joueur à ses côtés. Et puis, bravo pour ce que tu as fait, Patrice, parce que c'est amplement mérité. Voilà, officiellement au mur de la renommée. On verra. Hein? Il y a toutes sortes de règles. Là aussi, on parle des règles à MLS, oui. Mais c'est ça. 5 ans après la retraite et tout ça, c'est quand même assez rigoureux. Mais franchement, on commence à avoir un mur de la renommée qui est pas mal. Un mur de qualité. Un mur de qualité au Stade Saputo. Il y avait Assemblée générale dans les Maritimes. On parlait de Canada Soccer ici. Une Assemblée générale de Canada Soccer. Oui. Y a-t-il un frisson dans ta colonne vertébrale en ce moment? Ça envoie des ondes particulières. J'aimerais ça assister à ça, moi. J'aimerais ça avoir le luxe de pouvoir voir ça à l'œuvre. Il s'est passé toutes sortes de choses dans cette Assemblée générale. On l'attendait, bien entendu. Et la plus réjouissante... Et c'est même pas un jugement sur tout le reste. Je pense que c'est juste quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps. Project 8, la Ligue féminine le projet de Ligue féminine, du moins, qui est piloté par notamment Diana Matheson, l'héroïne du soccer canadien, a dit Canada Soccer avec justesse. C'est sanctionné. Ce sera officiellement une ligue professionnelle lorsqu'elle sera en branle, sanctionnée par Canada Soccer. C'est ce que ça prend, évidemment, pour que les joueuses qui ont leur passeport FIFA et tout ça peuvent... c'est pas une ligue pirate comme il y avait en Colombie dans les années 50, par exemple. Tu connais l'histoire de cette ligue-là en Colombie? J'attendais l'anecdote de ta part. Alfredo Di Stefano a joué là avant de finalement débarquer au Real Madrid. Ah oui? Ah oui, absolument. C'est une ligue pirate. C'était une ligue où on donnait beaucoup de sous, apparemment, pour l'époque. C'est l'Arabie Saoudite d'hier, c'est ça? Oui, mais au moins, l'Arabie Saoudite reste dans le système. Là, c'était carrément à part du système. C'était comme un renégat si tu allais jouer là. Okay. Mais quand tu as le talent de Di Stefano, on pardonne assez vite. J'imagine. Donc, cette sanction-là qui est finalement donnée à Project 8, j'ai le goût de dire, j'en reviens pas qu'on soit en 2023 puis qu'on doive se réjouir de ça. Mais c'est ça pareil. Est-ce que tu sens un petit peu plus de fébrilité dans l'air de dire que, OK, là, c'est bon, il y a une étape de plus. On sait qu'il y a des clubs qui vont être dans la Ligue, Toronto, Vancouver, Calgary. Ça commence à prendre forme pour vrai, là. C'est excitant. Oui, il était temps, j'ai envie de dire. Il était temps et en même temps, on a l'impression que... Je sais pas, c'est peut-être mon ressenti à moi, mais qu'on avait... en termes de timing, tout intérêt à annoncer quelque chose vite et rapidement pour le soccer féminin. Donc, tu es en train de me dire que c'est une pure coïncidence que c'était tout en haut du communiqué de Canada Soccer pour faire rapport de son assemblée générale annuelle? C'est un peu le ressenti que j'ai. Voyons donc! J'ai envie justement d'aller dans ce sens et d'être super heureux et de dire que c'est une bonne chose, qui va dans la bonne voie, etc., etc.
Mais j'ai envie d'attendre encore ce que ça va donner concrètement, comment les choses vont s'articuler, quels vont être les moyens mis aussi autour de cette ligue-là, et comment est-ce qu'on va avancer dans ce sens. Donc, écoute, il fallait que ça bouge quoi qu'il arrive. Il fallait que ça bouge, il fallait que les choses changent, qu'on évolue dans ce sens-là, où on donne tout simplement les mêmes égalités de perspectives ou de chances pour le soccer professionnel au Canada, chez les féminines. Et j'espère, en tout cas, je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'être sur la réserve encore, mais que les choses Non, vont... mais je te comprends parfaitement parce qu'on a tellement été c'est brûlés par le passé. c'est ça. Et puis de promettre des choses et finalement de voir des choses annulées par la suite. Moi, je l'ai vu beaucoup ici aussi. Donc, écoute, moi... Prendrais-tu Jean-Michel Aulas, là? C'est tout ça que tu es en train de dire? Non, non. Que Jean-Michel Aulas, ça soit ça son projet de retraite. C'est ça. Il donne un coup de main à Project 8. Pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas s'il avait un petit peu de temps à nous consacrer. Mais écoute, j'espère vraiment que ça allait dans le bon sens parce qu'on regarde le contenu, on voit toutes les inégalités qu'il y a entre le soccer masculin et féminin aujourd'hui. C'est juste invraisemblable. Donc, j'y vais sur la réserve personnellement et c'est un petit peu le sentiment que j'ai ce matin. Ta prudence t'honore. Parce que bon, il s'est pas juste passé ça, évidemment. Il y avait aussi de la politique qui se passait à cette Assemblée générale. Et le couronnement s'est avéré. Charmaine Crooks a été confirmée, élue présidente de Canada Soccer. C'est pour 12 mois, hein, ça, faut le préciser. C'est seulement pour terminer le mandat de Nick Bontis, qui a démissionné récemment dans les circonstances qu'on connaît. Tu penses qu'elle se battra pour un autre mandat de 4 ans par la suite? C'est une bonne question parce que, écoute, c'est comme une candidate. Moi, je l'associe beaucoup à l'interne parce que forcément, bon, avec ses liens avec Nick Bontis, les décisions qui ont été prises par le passé aussi. Mais il reste qu'on aime ça, que ce soit qu'il y ait un plan de succession, puis qu'on le suive, puis que, tu sais, s'il y a un plan je sais pas si ça donnerait l'impression qu'on en déroge si elle venait à aller chercher un autre mandat, mais on verra parce que là, il y a des trucs qui vont se passer aussi au cours des prochains mois parce que avec la sanction de Project 8, ce que Canada Soccer dit, c'est que l'organisation va convoquer une assemblée extraordinaire d'ici le 30 novembre 2023 pour adopter une nouvelle structure de vote des membres qui va donner une égalité de vote aux ligues nationales masculines et féminines et une plus grande voix pour les joueurs et joueuses de nos équipes nationales masculines et féminines. Là, regarde, on ne va pas donner 40 votes aux équipes nationales. Je ne pense pas que c'est ce qui va arriver. Je ne pense pas qu'on va en donner 40 non plus à Project 8. Ça m'étonnerait que la réforme soit si radicale que là, soudainement, il y ait une véritable course à la chefferie. Je suis trop dans le mode politique. Une course à la présidence de cette organisation-là. Mais dans les critères d'éligibilité, une des rares fois où on peut employer ce mot-là, et ce n'est pas une faute, il va y avoir des changements aussi. Il y a du changement. C'est ça qui me dérange dans tout ça, c'est qu'on dirait qu'on veut projeter ce message-là qu'il y a du changement qui s'opère, mais on est tellement dans les petits détails, c'est difficile d'y voir du concret. Exactement. D'où justement mon, j'allais dire scepticisme, pas ça, mais le recul. J'ai envie de voir comment les choses vont s'articuler. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses à changer en termes de mentalité, en termes de vision. Dans le soccer au Canada, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens, mais je veux dire... dans la projection, dans la philosophie, dans la volonté d'accompagner ce qu'un John Herman fait très très bien, je pense que la fédération doit accompagner au mieux finalement cette vision-là. Eux-mêmes doivent avoir une vision et des objectifs clairs. Et j'ai l'impression que, oui, on est dans la micro-gestion au niveau de la personnalité ou même de la communication. On a l'impression c'est extrêmement difficile d'avoir de l'information claire, nette et précise sur ce qu'on veut faire à moyen, long et court terme. Moi, j'ai pas vu Charmaine Crooks parler. Elle a parlé à la presse canadienne, visiblement. Ouais. Mais on n'a rien vu de ça. On a pu lire ce qu'elle avait à dire, mais c'est tout. Elle était convoquée au Comité permanent du patrimoine canadien la semaine dernière. Elle a décliné l'invitation. Elle va visiblement y être convoquée de nouveau cette semaine. Ouais.
jusqu'à ce que finalement on change encore notre fusil d'épaule, j'imagine. Là, c'est mon scepticisme qui rentre en ligne de compte. Mais Et c'est tout ça. tu sais, qu'ils quand on dit que toute cette crise-là qui a commencé, qui a peut-être éclaté parce qu'elle était déjà un peu bouillonnante, ça part de questions, oui, financières, mais de transparence, de se dire qu'on ne se fait pas dire les vraies choses. Exactement. Je trouve que ça alimente ce Ça cynisme-là. nourrit exactement ça. On a l'impression qu'on nous cache encore des choses, que c'est difficile justement de communiquer. On ne sait pas pourquoi. Je pense qu'il ferait amende honorable justement d'arriver à à juste parler, à donner de l'information, à répondre aux questions. Et je pense que ne serait-ce que ça déjà, ce serait beaucoup du travail à effectuer en tant que présidente aujourd'hui. Il y a des informations qui filtrent dans les médias anglophones du Canada, comme quoi les états financiers de Canada Soccer rapporteraient, c'est pas public encore, mais rapporteraient des pertes au-dessus de 6 millions de dollars en 2022. Je veux bien croire que les bourses de la Coupe du monde masculine ne sont pas rentrées encore, mais 6 millions de dollars dans le trou, c'est quelque chose, comme dirait Mario. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tu sais ce qui est beaucoup aussi? Non. La Ligue des champions. Oui. En terminant, prédiction, Ligue des champions, ça se passe là? Qu'est-ce qui va se passer là? On a un gros Manchester-Real Madrid demain. Uh-huh. Ça va être un match... écoute, on pose souvent la question là, depuis 10 jours, qui est-ce que tu vois gagner, etc. Ça va être tellement compliqué. Tu as deux équipes qui sont en pleine forme, qui performent de façon incroyable. Tu as Manchester City qui a enchaîné les résultats, qui a battu l'Arsenal de Jacques Alexis pour reprendre sa première place en Première Ligue par la suite. Et de l'autre côté, tu as un Real qui répond très très bien à travers les trophées qu'il remporte, à travers la Coupe du Roi. Ouais, l'énergie, j'ai envie de dire, qui dégage en fait de cette équipe-là, c'est juste fabuleux. Tu as l'impression qu'ils arrivent en pleine forme au bon moment, avec beaucoup d'énergie, comme je disais. Ils seraient forts en MLS, hein? Ouais, ils savent quand avoir leur pic de forme. Là, exactement. Ils seraient bons là-dedans. Exactement. Début de saison, on ne sait pas, mais tu sais, ils rentreraient là, je pense par la petite porte, par les playoffs, ils ramasseraient. Il y avait quelques doutes là, mais non, je pense que là, ils y arriveraient un petit peu. Le Real, c'est pas mal. Mais je vois quand même le Real créer la surprise. Ouais, je me lance comme ça. Je vois le Real créer la surprise. Pourquoi ? Parce que à ce niveau en fait de compétition, ça se joue sur des détails. Je te parlais justement d'environnement et de façon de vivre sur et en dehors du terrain. Et le petit accro qui s'est passé à Manchester City ce week-end, où Haaland a laissé le penalty à Gundogan en disant que écoute, vas-y, va tirer parce que j'ai envie que tu mettes le triplé, et que tu as Guardiola qui s'énerve contre Haaland, non pas parce qu'il laisse le penalty, parce qu'il non seulement il loupe le penalty, mais il donne l'impression que l'autre équipe en face peut revenir. Et moi, quand je suis Real Madrid et que je vois ça, et que justement, à ce niveau de compétition, ça se joue sur des micro-détails, qu'est-ce qui me renvoie Manchester City ? Que c'est une équipe ultra forte, ultra compétitive, qui n'a pas de problème, mais qui sont capables justement de lâcher et de nous donner l'impression qu'on peut revenir, comme on l'a vécu la saison dernière avec le Real Madrid, qui a vécu exactement ça en dernière minute de Ligue des Champions, qui avait aucune chance de revenir, une seule chance de revenir sur 100, c'était les statistiques officielles, et qui sont revenus grâce à cette fenêtre. Et quand Guardiola s'énerve, là où certains partisans ou observateurs se disent il rajoute un petit peu, il y a quand même 2-0, etc. C'est bon, tu peux le donner. Non, tu peux pas le donner parce que c'est la Ligue des Champions. C'est le message que tu envoies en Ligue des Champions qui est mauvais. Et quand tu es le Real Madrid, je peux te dire qu'Ancelotti ce matin, à 100%, il a montré cette image. Guys, voilà ce qui peut se passer lorsque cette équipe laisse un petit pied d'ouverture. C'est là qu'on va aller, on va leur faire mal. Et je pense que le Real est capable de faire mal à cette équipe de cette façon-là. Tout ça pour aller se faire battre en finale par l'Inter Milan. T'imagines? Ce serait beau. Ou le Milan AC, attention. Moi, je pense que ça va être l'Inter. L'Inter gagne par 2 buts demain. Ils ont Mike Maignan. Super Mike Maignan. Attention. L'Inter gagne par 2 buts demain. Ils ont Olivier Giroud. Je veux bien. Giroud Lukaku. Je veux bien, mais si le critère pour gagner, c'était qui a le plus bel homme de toute la gang, c'est sûr que le Milan AC gagnerait tout le temps, mais c'est parce qu'à un moment donné, Giroud ne peut pas toutes les gagner avec ses pieds. C'est bon. Attention, Giroud, il a tout gagné dans sa carrière pratiquement. Et je pense vraiment que... Et sans marquer des buts, c'est ça son exploit. C'est qu'il ne marque pas de but, puis il gagne. Mais il a quand même un... Le Stéphane Guivarch moderne. Ouais. Et il a un truc avec lui et il faut faire attention à ne pas réveiller la bête Giroud.
Voilà. Donc, on s'humiliera mutuellement la semaine prochaine avec Ouais, nos, c'est ça, nos prédictions avec nos bancales. prédictions. Ouais, pas de problème. Voilà, en souhaitant le retour de Christine Roger, qui est partie chercher des cigarettes au dépanneur il y a 2 semaines, puis elle n'est toujours pas revenue. Regarde, on souhaite qu'elle meilleure. On Ben souhaite oui. que. Regarde, on va mettre des affiches sur les poteaux de téléphone et puis voilà, on l'embrasse. On l'embrasse. Et toi aussi, je t'embrasse. On se De revoit même. la semaine prochaine Plaisir. pour un autre épisode de Tellement Soccer. D'ici là, suivez nos réseaux sociaux. On aura d'autres belles questions à vous poser qui seront peut-être caduques 12 ou 24 heures plus tard, mais répondez-nous. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.